Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6e partie consacrée à un TP d'initiation de type câblage industriel. Le but de celui-ci est de vous faire découvrir les différentes fonctionnalités qu'on va trouver autour d'un démarrage moteur. Alors pour rappel, nous avions vu comment activer la magnétisation d'une bobine et faire changer d'état tous les contacts qui lui étaient liés grâce à un bouton poussoir DCY. Puis nous avions vu comment auto-maintenir cette action en utilisant un contact normalement ouvert lié à cette même bobine. Nous avions vu également qu'une fois mémorisé, l'appui sur le bouton poussoir DCY n'avait aucune incidence sur notre platine. Nous avions finalement étudié comment arrêter cette action auto-maintenue grâce à un bouton poussoir normalement fermé nommé S2. Celui-ci venait couper l'alimentation de la bobine, annulant ainsi le champ magnétique créé, ramenant de cette façon à leur état antérieur à la magnétisation tous les contacts liés à cette même bobine. Revenons maintenant à l'objet de cette nouvelle vidéo. Dans cette 6e partie, nous allons rajouter un organe à notre système. Il s'agira d'un relais thermique. Celui-ci aura pour fonctionnalité de protéger mon moteur contre les surcharges. En effet, si mon moteur, pour une raison ou une autre, était traversé par une intensité supérieure à celle définie par son constructeur, celui-ci aurait du mal à dissiper la chaleur qu'il produit. Il en résulterait une montée en température qui finirait par détruire ses organes internes. C'est pourquoi une protection thermique est à mettre en place. Celle-ci viendra contrôler l'intensité traversant les enroulements moteurs et donc la chaleur produite par effet Joule. Alors prenons un exemple concret, le scénario d'un forçage mécanique entraînant une surcharge électrique suffisante pour faire monter en température mon moteur et risquer de le détériorer, mais néanmoins insuffisante pour faire fondre les fusibles contenus dans mon sectionneur Q1. Dans ce cas précis, il nous faudrait donc une protection qui nous permettrait en fait de détecter cette chaleur grandissante au niveau de mon moteur. Alors ces solutions existent. Il existe par exemple des capteurs qu'on vient mettre au niveau des enroulements moteurs pour détecter la chaleur qui y réside. Il s'agit ici d'une solution plutôt onéreuse, mais dans la majorité des cas, on utilisera une solution meilleur marché, néanmoins fiable, celle du relais thermique. Celui-ci est construit autour d'un bilame constitué de 2 matériaux réagissant différemment au changement de température, 2 lames minces soudées entre elles, dont l'une est généralement en métal invar, matériau peu dilatable à la montée en température. Quant à la deuxième, elle est soit en alliage ferro-nickel, soit en alliage ferro-nickel-chrome, soit en nickel-cuivre manganèse. De cette différence de coefficient de dilatation à la température sur ces 2 matériaux soudés va résulter une incurvation du bilame lorsque la température va monter. C'est ce qu'on peut voir sur l'animation avec la chauffe artificielle d'un bilame grâce à une flamme. Bien évidemment, sur un démarrage moteur, ce bilame sera échauffé par l'effet Joule produit par le passage du courant. Alors comme on peut le voir, un matériau se dilate et l'autre non, ce qui va provoquer une torsion du bilame. Imaginons maintenant que nous positionnions des contacts astucieusement à côté de ce bilame. Nous pourrions ainsi couper l'alimentation du moteur lorsque celui-ci atteindrait des températures trop importantes. Et c'est à peu près dans cet esprit, avec un système plus sophistiqué, que mon relais thermique va travailler. Dans le cas d'une surcharge électrique trop importante ou trop longue, les bilames de mon relais thermique vont chauffer, se tordre, s'incurver, repoussant ainsi mécaniquement des contacts mis à proximité et faisant ainsi changer d'état ces contacts. Et il faudra attendre le refroidissement du bilame afin que celui-ci retrouve sa position initiale, permettant ainsi aux contacts de retrouver eux-mêmes leurs positions initiales. Alors comme vous l'avez compris, le bilame a été refroidi artificiellement avec de l'eau sur la vidéo. Il faut bien penser que dans la vraie vie, celui-ci mettra plus de temps pour refroidir car il dissipera les calories emmagasinées grâce à l'air environnant. Alors revenons à notre schéma électrique et essayons de comprendre comment utiliser ce phénomène. Mettons notre process en séquence de marche moteur et analysons de quelle manière notre relais thermique pourrait protéger notre moteur en cas de surcharge. Alors comme vous l'avez compris, nous allons utiliser des contacts qui seront liés à la torsion potentielle d'un bilame, mais encore faut-il les positionner correctement sur notre schéma électrique. Il nous faudrait utiliser la même philosophie que précédemment pour notre bouton d'arrêt, c'est-à-dire un contact lorsqu'il est inactif qui laisse passer le courant et qui, lorsqu'il est actif, ouvre le circuit afin de ne plus laisser passer le courant. Nous viendrions placer ce contact à l'amont de la ligne d'alimentation de la bobine de KM1. De cette manière, en cas de surcharge, la bobine ne serait plus alimentée, elle ne produirait plus son champ magnétique, et tous les contacts qui lui sont liés retomberaient donc à leur état originel, permettant ainsi l'arrêt de l'alimentation de puissance de mon moteur. C'est bien de cette manière que nous allons utiliser notre relais thermique.
Tentons maintenant d'analyser les différentes connectiques qu'on va retrouver sur celui-ci et référons-nous à notre schéma électrique car il y est en partie dessiné. Il se nomme F1 et est positionné sur la ligne d'alimentation de mon moteur, juste en son amont. Il est composé des connectiques 1, 3 et 5 sur sa partie supérieure, et donc connecté en son amont à la fonction distribution assurée par mon contacteur KM1, des connectiques 2, 4 et 6 sur sa partie inférieure, et connecté en son aval à mon moteur, de connectiques intermédiaires représentées par l'animation bleue. Celles-ci n'auront pas grand intérêt pour vous, car elles servent à fixer mon relais thermique à son support, puis d'un contact NO, Normally Open, géré par les contacts 97-98, et d'un contact NC, Normally Closed, géré par les contacts 95-96. Mais ces contacts, vous les connaissez déjà, ce sont eux qui vont changer d'état si mon bilame chauffe, et c'est bien entendu eux qui étaient représentés sur la vidéo avec le bilame. Outre la protection de mon moteur par son arrêt, il serait également intéressant d'ajouter un voyant qui nous préviendrait en cas de déclenchement de mon relais thermique. Ce voyant serait rouge pour nous signaler un défaut, et comme nous avons deux contacts liés au mouvement potentiel de mon bilame, voici comment je vous propose de procéder. Nous allons utiliser les contacts 97-98 Normally Open, c'est-à-dire ouverts au repos, pour allumer mon voyant de défaut en cas de torsion de mon bilame et donc d'échauffement moteur. Puis le contact 95-96, Normally Closed, donc fermé au repos, pour l'alimentation de la bobine de KM1 et à travers elle de mon moteur. De ce fait et à travers son contact normalement fermé, il me permettra d'alimenter la bobine de KM1 et donc de couper l'alimentation de mon moteur si celui-ci montait en température. Alors revenons maintenant à notre schéma et tentons d'étudier comment nous allons câbler les différents contacts que nous venons d'énumérer. Il va nous falloir insérer ceci dans un système fonctionnel et donc probablement faire des modifications du câblage afin que le système le reste. La principale difficulté va résider à l'insertion du contact 95-96 à l'amont du bouton d'arrêt. En effet, en cet endroit, beaucoup de câbles d'alimentation de ma commande sont présents. C'est pourquoi nous allons prendre quelques précautions avant l'insertion de celui-ci. Analysons donc les différentes alimentations de ma commande et notamment à l'amont du bouton poussoir S2. Nous avons donc l'animation bleue représentant la connexion entre le bouton d'arrêt d'urgence S1 et le voyant H2, puis l'animation rouge représentant la connexion entre le bouton d'arrêt d'urgence S1 et le bouton poussoir d'arrêt S2, et enfin la connexion violette représentant la connexion entre le voyant H2 et la borne XC4. Et tentons de définir où implanter le contact NC de mon relais thermique, c'est-à-dire le contact 95-96. Alors pour rappel, nous avons dit que nous l'implanterions à l'amont de notre bouton poussoir d'arrêt S2. C'est pourquoi je vous propose de repérer sur votre pupitre les connexions sur lesquelles il faudra intervenir. Il s'agit du fil 21 reliant l'aval du bouton d'arrêt d'urgence S1 à l'amont du bouton d'arrêt S2. Et c'est au cœur de cette liaison que nous allons intégrer le contact NC 95-96 de notre relais thermique F1. Notons ceci et travaillons maintenant sur un schéma laissant apparaître le contact NO et le contact NC de notre relais thermique. Il ne s'agit pas ici du schéma final, mais d'un schéma transitoire qui va nous permettre de comprendre le positionnement de ces deux contacts et l'impact qu'ils auront sur le fonctionnement de notre process. Faisons apparaître maintenant les animations rouges représentant les connexions à modifier afin d'intégrer dans notre process le contact NC de notre relais thermique. Puis étudions dorénavant la position du contact NO de mon relais thermique, contact qui quand il sera fermé allumera un voyant m'indiquant que mon relais thermique est déclenché et que j'ai un défaut sur mon process. Alors je pourrais très bien alimenter l'amont de ce contact par le fil 21 et tout marcherait correctement. Néanmoins, pour faciliter votre câblage, je vous propose de faire un peu de place sur notre schéma afin de positionner la ligne de commande de la lampe H3 entre la ligne de commande de la bobine KM1 et la ligne de commande de la lampe H1. Cela permettra ici d'alimenter la ligne de ma lampe H3 en faisant simplement un pont entre le contact 95 et 97 de mon relais thermique. Alors l'implantation du contact NC de notre relais thermique va nous contraindre à un nouveau câblage. Je vous présente ici sous forme d'animation les différentes connexions qui devront être effectuées et pour la même opération, les bornes du relais thermique qui seront utilisées. J'espère que maintenant tout vous semble plus clair. Nous avons sous les yeux notre schéma final. Je vous propose dorénavant de commencer notre câblage. Alors pour ce faire, nous allons faire apparaître notre pupitre et tenter d'effectuer la liaison entre l'aval du bouton d'arrêt d'urgence S1 et la borne XC9. Alors je vous rappelle que dans la séquence précédente, S1 était relié à S2 et que pour insérer entre les deux le contact normalement fermé de mon relais thermique, je dois déconnecter S2 de S1 et alimenter le contact normalement fermé de mon relais thermique grâce à S1 par l'intermédiaire de ma borne XC9.
Stabilotons notre travail. Nous allons maintenant effectuer le câblage entre la borne 95 de mon relais thermique et la borne XC8. Pour cela, il nous faudra ouvrir nos capots de goulotte, sans omettre de stabiloter notre travail. Nous allons maintenant connecter le contact 96 de mon relais thermique à ma borne XC8, sans oublier de stabiloter notre travail. Puis, pour finir avec ce contact, nous connecterons l'amont du bouton poussoir S2 avec la borne XC8. Nous stabiloterons bien évidemment notre travail. Nous allons maintenant venir girer le second contact de mon relais thermique, contact NO nommé 97-98. Nous avions vu qu'il était relativement aisé d'alimenter le contact 97 en se servant de l'alimentation sur le contact 95 et en effectuant un pont entre le contact 95 et le contact 97. Stabilotons notre travail. Effectuons maintenant le câblage entre la borne 98 de mon relais thermique et la borne XC10. Puis stabilotons notre travail. Effectuons maintenant le câblage entre la borne XC10 et la lampe H3. Stabilotons également notre travail. Et pour finir, relions la lampe H3 à la lampe H2. Stabilotons également notre travail. Le câblage est maintenant terminé, nous allons passer à la séquence d'essai, tout d'abord en vérifiant que le fonctionnement antérieur est toujours présent, en alimentant notre platine, en activant nos 3 protections Q1, Q2, Q3, et en vérifiant que la lampe de présence-tension s'illumine, puis par l'appui sur le bouton poussoir DCY, nous allons vérifier que la bobine s'alimente, et que les contacts qui lui sont liés changent d'état. Ceci devrait provoquer l'allumage de la lampe H1, et le système devrait s'auto-maintenir dans cet état, au relâchement de la pression sur le bouton poussoir DCY. Un nouvel appui sur ce bouton poussoir n'aura aucune incidence sur le système. Néanmoins, un appui sur le bouton poussoir S2 coupera l'alimentation de la bobine et fera retomber au repos tous les contacts qui lui sont liés, éteignant ainsi la lampe H1. Ces fonctionnalités antérieures étant vérifiées, nous allons maintenant vérifier la fonctionnalité de mon relais thermique. Pour ce faire, nous allons appuyer sur le bouton poussoir DCY, alimentant ainsi la bobine KM1 et faisant changer d'état tous les contacts qui lui sont liés. Le voyant H1 devrait s'allumer. Puis, à l'aide d'un petit tournevis plat, nous allons forcer les contacts du relais thermique F1 par l'intermédiaire d'un petit ergot situé au cœur de l'animation orange qu'il faudra déplacer vers la droite ou vers la gauche, ce qui aura pour effet d'effectuer le changement d'état manuel de ces contacts. En changeant d'état, le contact 95-96 devrait s'ouvrir et par le fait couper l'alimentation de la bobine KM1, ce qui aura pour effet de faire retomber au repos tous les contacts qui lui sont liés. Quant au contact 97-98 de mon relais thermique, en changeant d'état, il se fermera, alimentant ainsi la lampe H3, lampe ayant pour fonction de m'avertir du déclenchement de mon relais thermique. Bien entendu, à l'aide de mon tournevis, il faudra faire le mouvement inverse pour remettre les contacts du relais thermique dans leur état initial, et ainsi retrouver une platine fonctionnelle et prête à effectuer de nouveaux essais. Alors voilà, j'espère que tout s'est correctement passé pour vous. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment régler mon relais thermique, le relier à un moteur et effectuer le démarrage de celui-ci. J'espère que cette vidéo vous a été profitable, c'en est fini pour celle-ci. Merci beaucoup et à très bientôt.